Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz, le média des entrepreneurs. Et nous sommes dans l'émission WeMoveJ qui s'intéresse aux jeunes entrepreneurs qui ont créé entre 18 et 30 ans. Je suis Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée du MoveJ et j'accueille cette semaine Kevin Alec. Bonjour Kevin. Bonjour Bénédicte. Kevin est le cofondateur de Aini. Est-ce que tu peux nous dire, Kevin, pour commencer tout de suite en quelques mots, qu'est-ce que Aini ? Alors Aini, c'est une start-up qui a pour vocation de permettre aux étudiants, aux professionnels et aux seniors de perfectionner une compétence linguistique qu'ils ont. Et pour arriver à ça, on met au goût du jour une pratique qui a été un peu oubliée, que sont les correspondances linguistiques. Donc je ne sais pas si tu te souviens, peut-être qu'à l'école, tu as eu un correspondant à l'étranger à qui tu écrivais des lettres. Oui. L'idée, c'est de remettre ça au goût du jour, donc sur une plateforme sur laquelle ces personnes-là peuvent, donc du monde entier, peuvent se retrouver, devenir correspondants et communiquer à la fois par écrit et par vidéoconférence pour réellement être capable de s'exprimer dans une langue étrangère. Alors, tu nous parles effectivement dans ta présentation de professionnels, de seniors, donc de l'intergénérationnel dans les deux sens, des seniors qui apprennent aux juniors, des juniors qui apprennent aux seniors. Ça marche comme ça ? C'est exactement ça. Le principe, c'est qu'en fait, on a constaté que l'apprentissage des langues, c'est une pratique qui touche toutes les populations, à la fois étudiantes, professionnelles ou seniors. Et donc, ce qui a été intéressant, en fait, c'est de mettre en confrontation et en relation ces personnes-là pour créer à la fois des échanges, comme j'ai dit, qui sont linguistiques, qui sont culturels de fait, puisque c'est international, et qui sont aussi professionnels. C'est-à-dire qu'un étudiant en France qui est en finance ou en entrepreneuriat et qui veut découvrir, par exemple, les États-Unis, peut rencontrer un professionnel de ce pays-là qui a pour objectif d'apprendre le français et ils vont devenir correspondants. Donc, on a créé des relations désintéressées. Au milieu, il y a l'apprentissage de la langue, et ce qui fait que les gens peuvent échanger simplement sur leur vie, leur pratique et leur expérience, tout simplement. Ok, donc si je t'entends bien, c'est un projet qui a une ambition mondiale dès le départ, puisque ça peut être autant un étudiant français qui veut apprendre l'anglais qu'un étudiant péruvien qui veut apprendre le chinois. Tout le monde peut venir sur cette plateforme. Ou alors au début, vous commencez par les Français qui veulent apprendre une langue étrangère. Comment ça se passe ? Alors, c'est la beauté d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'être mondial immédiatement avec une plateforme. Il suffit d'avoir des canaux et un site traduit en plusieurs langues. Donc aujourd'hui, de fait, on a surtout des utilisateurs français. Donc moi, mon travail, c'est de retrouver des correspondants dans les langues qu'ils recherchent. Mais par exemple, il y a des personnes qui sont inscrites sur la plateforme et qui l'utilisent, qui viennent de Grèce, d'Autriche, de Russie, d'Amérique du Sud, des États-Unis. Et ça, c'est naturellement Internet d'aujourd'hui qui permet ça. Alors l'Internet d'aujourd'hui exclut-il tu viens d'à peine de l'évoquer, exclut-il une intervention humaine ? Tu dis, mon travail, c'est de leur trouver quelqu'un qui va pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, est-ce qu'il y a une intervention humaine ou tout se fait totalement online sans vous ? Alors, à l'heure actuelle, justement, presque tout se fait manuellement. C'est-à-dire que les gens s'inscrivent, me renseignent qui ils sont, ce qu'ils veulent faire de leur vie et pourquoi ils veulent apprendre une langue, quelle langue ils veulent apprendre. Et à partir de ça, je pars explorer le monde de l'Internet à la recherche d'un correspondant qui leur irait. Et à partir de ça, je les mets en relation. Donc c'est en fait cette recherche manuelle actuellement qui prend beaucoup de temps, mais qui permet de créer des relations de qualité. Et au début, c'est ce qu'on veut faire, commencer petit, mais très qualitatif, permettre aux gens de vraiment se lier avec des personnes à l'étranger. Et ça, c'est possible que si on le fait manuellement, si on fait un réseau qui est ouvert, avec un algorithme qui serait très peu fonctionnel finalement, comme beaucoup le font. Ça créerait un réseau qui serait éclaté et qui n'aurait pas de valeur en soi. D'accord. Alors, et est-ce que l'objectif à terme, c'est d'arriver à quelque chose d'automatisé avec des moteurs hyper intelligents qui sont capables de faire des bons binômes de correspondants, ou est-ce que votre ambition, c'est de rester avec une dimension fortement humaine dans les mises en relation ? On va conserver cette correspondance humaine, mais ça va être automatisé de la manière suivante. Ça va être l'utilisateur qui va, en tapant un mot-clé dans la barre de recherche du site, pouvoir trouver toutes les personnes qui ont renseigné sur leur profil, qu'ils étaient lawyers, qu'ils étaient financial, etc., etc., etc. Moi, je ne pense pas qu'un algorithme, à l'heure actuelle, a la vocation et a la possibilité de créer une amitié entre deux personnes.
Si vous pensez à votre vie de tous les jours, vous rencontrez des gens tout le temps, mais pour autant, ce qui crée des liens entre vous et une nouvelle personne, c'est quelque chose qui est très fin et assez indiscernable. Mais donc, l'apprentissage de la langue et les intérêts communs, c'est quelque chose qui permet en fait de créer des liens. Alors, est-ce que c'est un lien d'amitié ou est-ce que c'est un lien d'apprentissage? Parce que moi, ce que j'entends, c'est plutôt de l'apprentissage, mais tu me parles d'amitié. Mhm. Euh, comment tu... De fait, comme il s'agit de correspondre et de parler par visioconférence avec une personne, effectivement, au début, ça va être l'apprentissage. Mais immédiatement, vous allez demander à la personne qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait quel est son pays, qu'est-ce qu'elle fait dans sa ville, quelles ont été ses études, qu'est-ce que c'est que d'être designer en Indonésie, qu'est-ce que c'est que d'être cuisinier en Amérique du Sud, qu'est-ce que c'est qu'être étudiant à l'université de Stanford, etc. Donc, de fait, c'est la personne en face de toi Ouais. devient, au fil des correspondances, au bout de 3 4 heures, un contact et un ami, en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer le business model, puisque je me dis que s'il y a intervention humaine, tout de suite, on se rend compte que c'est quelque chose qui va pas être gratuit comme on a l'habitude de voir sur Internet. Comment ça marche au niveau du... Comment vous vous payez? Alors, Comment vous avez construit cela, euh, votre business model? le business model, à l'heure actuelle, il a deux volets, il est double. Une partie en B2C, donc on vend directement la plateforme aux consommateurs finaux, et une autre en B2B. Sur le B2C, donc ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez particulier. Pour le moment, c'est gratuit, étant donné qu'on se lance, qu'on veut itérer sur la plateforme, créer de la valeur. Mais à terme, ce qu'on va permettre de faire, il faut concevoir notre projet. J'ai parlé du réseau, mais maintenant je vais parler de la partie technique. Ouais. C'est un peu comme un Skype, mais spécialisé pour la pratique et l'apprentissage d'une langue. C'est-à-dire que on permet aux gens vraiment de s'exprimer plus facilement à travers des fonctionnalités très simples. Par exemple, sur la page de correspondance vidéo, vous avez un traducteur qui est intégré, qui vous permet, pendant que vous vous exprimez, de traduire les mots dont vous avez Ouais. besoin. Et tous ces mots sont enregistrés sur votre espace personnel, ce qui fait qu'au fil des correspondances, vous avez une liste de vocabulaire que vous avez employé et qui vous aide à disposition. Et également, on enregistre le son et la vidéo pour que les correspondants puissent s'écouter, s'écouter parler et comprendre les points d'amélioration possibles. Et on a un autre outil qui retranscrit, un peu comme un Siri, qui retranscrit l'ensemble de la conversation, tout le dialogue à l'écrit. Et en fait, c'est le fait de lier l'écoute et la Oui. lecture de ce qui a été dit qui permet vraiment une mémorisation et un apprentissage de la langue qui a jamais été fait. Alors, c'est puissant ces outils-là. C'est Et assez puissant. pourquoi le faire gratuit? Ben, c'est Pourquoi commencer? Même pour commencer. parce qu'on les développe pour le moment. Ils sont encore un peu fragiles, mais à terme, c'est une technologie Donc, c'est du bêta-test en ce moment. La absolument, plateforme est ouverte plutôt tout en à fait. bêta-test. C'est du bêta-test. Et donc, pour en revenir sur le business model, en B2C, dans quelques mois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer la plateforme gratuitement à des gens qui auraient déjà des correspondants et qui utiliseraient Skype pour parler avec eux. C'est-à-dire un correspondant qui invite son pote brésilien sur le site peut utiliser gratuitement pendant quelques mois la plateforme avec lui pour comprendre la valeur ajoutée de la plateforme. En revanche, une personne qui veut trouver un correspondant doit payer pour accéder à la base des personnes Ouais. qui sont là, parce que c'est vraiment ça, nous, euh, qui nous coûte de l'argent, en fait, Ouais. pouvoir faire de l'acquisition d'utilisateurs. Et alors, aujourd'hui, votre gros enjeu, il est où? Sur l'utilisateur ou sur les correspondants? Il- La il- plus grosse difficulté, elle est où dans le recrutement? La plus grosse difficulté, en fait, ça va être le passage du manuel à l'automatique. Ouais. Actuellement, j'ai pas de difficulté à trouver des correspondants pertinents pour les utilisateurs qui s'inscrivent, parce qu'en fait, sur Internet, il y a pas mal de forums, de groupes Facebook, de groupes Google, où des personnes se manifestent en disant je cherche un correspondant qui veut parler avec moi. Donc à partir de ce moment-là, moi j'interviens et je leur dis bah, si tu veux, j'ai un correspondant pour toi. C'est fait D'accord. de cette manière-là. Et donc le défi, effectivement, ça va être d'arriver à créer un réseau qui soit assez conséquent pour qu'il ait une valeur en lui-même. D'accord. Alors, tu dis que tu t'adresses aux particuliers, donc on a bien compris le modèle des particuliers. Maintenant, le modèle entreprise? Alors le modèle entreprise, notre cible dans un premier temps, ce sont les écoles privées, type école de commerce, école d'ingénieurs et même école de langue. Le constat que j'ai fait, c'est que les étudiants d'une école de commerce, enfin les écoles de commerce de manière générale, ont énormément d'universités et d'écoles partenaires partout dans le monde. Et les seuls échanges qui s'effectuent entre leurs étudiants et les étudiants partenaires, c'est des échanges physiques, à Ouais. travers un échange à l'étranger, un échange Erasmus. Et l'idée, c'est de démultiplier ces échanges
de manière virtuelle. Ouais, tous ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir puissent avoir l'opportunité de Exactement. connaître quelqu'un Exactement, c'est-à-dire vous êtes dans une école de commerce en France, votre école de commerce a un partenariat avec une université au Brésil. Avant de partir, ou pour vous renseigner, vous pouvez, par la plateforme, rencontrer les étudiants en Amérique du Sud qui sont présents à cette université et qui éventuellement voudraient venir en France et qui voudraient comprendre comment ça se passe. Et là, qui paye quoi? Là, ça serait l'école qui paierait un abonnement pour l'usage de la plateforme. Pour l'usage de la plateforme. Et les entreprises, c'est une cible que vous envisagez? Peut-être pas tout de suite ou si, dès le démarrage? Parce que moi, ça me paraît extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour les grands comptes qui ont des collaborateurs dans plein de pays ou alors qui cherchent à créer des liens ailleurs. Il y a, Un gros potentiel. il y a, je pense, effectivement beaucoup de débouchés possibles pour une plateforme comme ça, pour la technologie qu'on apporte, qui est une innovation par l'usage. On applique la technologie à l'apprentissage de la langue. Et donc à l'heure actuelle, c'est vraiment comprendre quelle est la valeur, comment est-ce qu'on crée, on permet de favoriser l'apprentissage. Et vraiment, très rapidement, on va commencer à décliner ça en B2B, d'abord avec les universités, parce que je pense que c'est là où il y a vraiment un besoin, mais un besoin humain, quoi. Ouais. Et ensuite, on peut imaginer des déclinaisons dans l'entreprise, partant du fait que, oui, je parlais des professionnels au début, on est de plus en plus mondialisé, donc les compétences linguistiques sont de plus en plus essentielles Ouais. dans la vie de tous les jours. D'accord. Donc, objectif numéro 1, c'est passer de bêta-test à vraiment C'est ça, qui est parti. Et puis ensuite, on développera les différents marchés. exactement. Alors, tu as 24 ans. Vous êtes 3 associés et tu es diplômé ou encore étudiant de Normal Sup? À vrai dire, encore étudiant. Encore Pour dire étudiant. la vérité. Encore Bah étudiant. non, mais c'est très bien, encore étudiant. Alors, à Normal Sup, effectivement, c'est pas une école qui est très connue pour générer beaucoup d'entrepreneurs. C'est vrai. Est-ce que ce projet et cette entreprise maintenant est issue d'un programme de Normal Sup? Est-ce que tu as mené ça parallèlement à tes études? Comment ça s'est passé très concrètement? Alors, c'est vrai que l'ENS n'a pas formé beaucoup d'entrepreneurs. Néanmoins, le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazella, a fait l'école normale Ouais. supérieure. Donc, il y a déjà des premières personnes qui s'y Ouais. aventurent. Effectivement, on n'est pas poussé. Moi, j'ai fait normal sup Cachan, on n'est pas poussé à l'entrepreneuriat, Ouais. mais néanmoins, il y a une telle richesse dans ces écoles et dans cette école de Ouais. l'ENS Cachan, de par la diversité des populations et par la recherche qui sont menées. En fait, il y a beaucoup d'opportunités. Alors, le projet d'Aini, c'est pas un projet lourd en termes de recherche. Néanmoins, ce qui m'a permis, moi, de mettre le pied à l'étrier, c'est le statut d'étudiant entrepreneur qui est Ouais. apparu l'année dernière, auquel j'ai pu bénéficier. Donc, j'étais le seul étudiant entrepreneur de l'ENS Cachan. Ouais. Et voilà, ça m'a permis Donc c'est d'avoir un vraiment un projet aménagement. personnel, ça vient pas d'un cours où vous faites une simulation de création d'entreprise et puis de fil en aiguille, tu te retrouves à te dire bah, pourquoi pas le monter. C'est vraiment toi Oui, qui avais ça en toi. oui, vraiment, depuis que j'ai commencé mes études, j'ai la sensation que je pourrais m'épanouir réellement que dans la création d'entreprise. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, je pense que c'est une tendance de fond, ça fait appel à beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent, des théoriciens, des économistes là-dessus. Mais effectivement, il y a un changement, il y a un changement et donc oui, ça vient ça émane de moi. Et alors Effectivement. qu'est-ce qui te faisait dire que l'entrepreneuriat c'était ta voie? Bah, c'est d'une part l'indépendance, le désir de créer quelque chose et le désir voilà, de créer une équipe, quoi, et du sens pour les gens qui m'accompagneraient dans cette aventure. Donc au début, j'étais tout seul, c'était un peu triste. Ouais. Maintenant, on est 3 Ouais. et le quotidien est déjà beaucoup plus joyeux. Et c'est vraiment pour ça, c'est un peu la manière dont j'avais imaginé. Ouais. Mes 2 collaborateurs se lèvent, tout le monde se lève avec le sourire le matin et ça vaut tout l'or du monde. Alors tu vas nous raconter comment tu as eu cette idée de créer cette plateforme d'apprentissage linguistique et puis comment tu as fait pour pour être rejoint par des associés. Parce que ça, c'est une vraie question qui revient très, très, très souvent. Comment on fait pour trouver des associés? Donc avant de trouver des associés, comment t'es venue cette idée-là? À l'origine, c'est l'année dernière, j'étais rentré chez mes parents à Marseille quelques mois pour faire le point et je suis tombé sur une initiative qui a eu lieu en Amérique du Sud Ouais. et qui était un peu similaire, connecter des seniors en maison de retraite avec des étudiants brésiliens qui veulent apprendre l'anglais, etc. Et je me suis dit, c'est génial. Je me suis dit, génial, il faut faire la même chose en Europe et dans le monde. De fil en aiguille, cette idée m'est tournée dans la tête. Et à partir de septembre de 2014, j'ai décidé de m'y mettre à plein temps.
Au début, c'était très difficile parce que je devais me lancer avec un ami. Finalement, je me suis retrouvé tout seul. On ne sait pas par où commencer. J'avais jamais eu de cours Ouais, d'entrepreneuriat, donc ouais. j'allais à la Donc, comment tu as fait, justement? au début, j'allais à la bibliothèque. Ouais, Je regardais le marché des langues, ce qui est les langues en Europe, les seniors, etc. Parce qu'au début, c'était très axé intergénérationnel, senior, étudiant. Et très vite, au bout de quelques mois, je me suis découragé, j'ai failli abandonner parce qu'il n'y avait pas de mouvement, quoi. Pourtant, j'y mettais du mien, mais voilà, peut-être que c'est finalement, ça n'avançait pas. ça n'avançait Ouais, pas. Ça avançait dans le fond, mais concrètement, ça avançait pas. ouais, Du coup, c'était ouais, très décourageant. Et finalement, je me dis que cette phase était nécessaire parce que j'ai appris des choses pendant cette phase, à la fois sur moi, sur l'entrepreneuriat, et puis sur le marché auquel je ouais, m'adresse. ouais. Et ensuite, donc, j'ai pris le taureau par les cornes et en janvier, je suis reparti de mon pied. Et donc, je suis allé dans notamment au NUMA, dans des incubateurs, Ouais. travailler, essayer de rencontrer des gens, de plus travailler chez moi ou à la bibliothèque, vraiment de trouver un écosystème. Et ce qui est formidable à Paris, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui est foisonnant. N'importe quelle personne qui veut créer sera accueillie quelque part. Ouais. Et ça, c'est une chance inouïe qu'on a. Et ça résulte des efforts qui ont été faits ces dernières années. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer Maxence, donc, qui était le premier à rejoindre le projet, Ouais. au NUMA, Onuma, ouais, au d'accord. NUMA. Ouais. Donc, j'étais au rez-de-chaussée, là où c'est un espace gratuit de coworking. N'importe qui peut y aller. Ouais. Les auditeurs qui ont un petit projet peuvent commencer à y aller, voir comment ça se passe. C'est un endroit très sympa. Et alors Maxime, il traînait là en se disant, tiens, s'il y a Max- quelqu'un qui cherche un associé, je suis là. Alors, Comment ça s'est Maxence, passé en très fait, lui, était concrètement? Maxence, pardon. Ouais. en dernière année d'école d'ingénieur. Ouais. Et il était stagiaire dans une start-up qui était à un niveau au-dessus, c'est-à-dire au Ouais. deuxième étage. Ouais. Moi, j'étais encore au niveau zéro. Et donc, on s'est rencontrés de par une personne qu'on avait en commun. Ouais. On a pas mal accroché. Il a accroché au projet, il a accroché à ma manière de voir les choses. Et il a commencé en parallèle de son stage de fin d'études à travailler sur le projet. Moi, j'ai D'accord. continué d'avancer tout seul. Et si j'ai une recommandation à faire, effectivement, c'est d'aller dans ces endroits-là. Pas rester chez soi, pas rester à la bibliothèque. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller Ouais. dans des endroits, voir comment ça se Rencontrer passe, d'autres rencontrer. entrepreneurs. C'est la première Ouais. chose. C'est vrai que les stagiaires des startups, c'est un sacré vivier, ça. Il y a énormément de monde et des gens qui sont compétents, qui ont envie de bouger et qui, derrière leur Ouais. tête, ont envie de créer aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, un stagiaire, c'est pas, qui n'est pas destiné à rester stagiaire. Ouais. C'est ça qu'il faut avoir en tête, Ouais. d'une part. S'ils sont dans les startups, c'est qu'ils ont cette Voilà, envie-là. Ouais. exactement. Et donc, ils sont là pour apprendre, finalement, pour ensuite lancer leur projet. Et l'autre recommandation que je peux faire, c'est de participer à ce qu'on appelle des hackathons, qui sont des concours sur souvent des week-ends, des startup Ouais, week-ends de comme, hackathons, ouais. ou sur plusieurs mois. Parce Donc que toi-même, tu as participé à un hackathon, du coup, j'imagine, si tu nous dis ça. exactement, on a participé à 2 hackathons, Ouais. donc avec Maxence. Le premier, c'est un hackathon sur l'éducation, il nous a permis de rencontrer Thomas, C'est le et troisième associé et le troisième aujourd'hui. associé aujourd'hui, Ouais. il y a 20 ans, qui a lui, donc si, je sais pas si c'est un exemple, mais qui a décidé d'arrêter ses études pour se lancer dans Il y en a l'entrepreneuriat. quelques-uns aussi, mais enfin bon, Voilà, on reste neutre là-dessus. Chacun fait son choix de vie. je suis d'accord avec vous, on va pas juger, mais le fait est qu'à 20 ans, il est déjà là, donc c'est super. Et on a ensuite participé à un autre hackathon, qui était un hackathon européen qui s'appelle le Hack for Europe. Et on a remporté un prix qui nous a été décerné par HP. Et à partir de là, c'était quand même un véritable accélérateur parce qu'à tous les porteurs de projets qui sont seuls, Ouais. le hackathon, ça va vous permettre à la fois de rencontrer des associés potentiels, de mettre votre idée sur la table et de voir si c'est une idée qui a un sens économique et un sens social. Et au-delà de ça, ça va vous permettre de crédibiliser votre projet. Donc après, quand vous vous présentez, vous n'êtes plus quelqu'un qui est tout seul avec son ordinateur, qui a un projet. Vous avez participé, voire remporté un concours. Et à partir de là, c'est-à-dire que des gens ont cru en ce que vous vouliez faire. Et donc, vous êtes capable de toucher de manière plus fine les oreilles des gens. Ouais. D'accord. Et alors du coup, hop, tu recrutes tes associés Ouais. avec ces hackathons qui t'ont permis d'affiner. Comment ça se passe? Quel est le profil de chacun? Qui fait quoi? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous avez, tu penses, réussi à construire la fameuse Dream Team où on dit éviter de faire 3 copier-coller, essayer d'avoir des compétences complémentaires? Pour toi, ta Dream Team, tu la qualifierais comment? Dream Team, aujourd'hui, pas mal de projets sont des plateformes. Donc, à mon sens, quelqu'un qui est capable de développer une plateforme informatique dans l'équipe. Ça me semble essentiel. Donc, ça serait avoir effectivement Thomas et Maxence apportent la compétence technique au projet, qui a quand même une certaine compétence, quand même une certaine compétence Ouais, ouais. au regard de ce qu'on veut faire.
Et donc, moi, à l'heure actuelle, je m'occupe du business développement et de tout ce qu'il y a autour, quoi. Et je trouve qu'effectivement, c'est une dream team parce qu'on avance à une allure assez faramineuse. D'accord. Et aujourd'hui, alors, est-ce que vous continuez à être accompagné? Tu as commencé au NUMA, est-ce que tu as pu prendre des bureaux ou est-ce que tu as choisi une autre voie, un incubateur Alors ou tu effectivement, nous dis que tu disposes du statut étudiant-entrepreneur? Où est le soutien aujourd'hui pour arriver jusqu'au lancement vraiment effectif de la société? Là, c'est un bêta-test. Quand je oui. parle de lancement effectif, moi, je parle d'argent. On va revenir après. Alors effectivement, on a rejoint un incubateur qui s'appelle le SenseCube, qui fait partie du Oui, réseau SenseCube, Med5, oui, tout à fait. qui est un incubateur de startups sociales et Oui, environnementales. Effectivement, ils nous ont fait confiance, donc il y avait un appel à projet, on y a répondu. Donc on fait partie de la troisième promo et oui, actuellement on est avec eux. Ils nous accompagnent dans le développement de l'entreprise. Et ça aussi, c'est une chance d'avoir ce soutien-là, parce qu'on fait partie d'une promotion. On se motive entre nous, on a un regard externe assez fréquent sur ce qu'on fait. oui, On a accès à des ressources et des ressources humaines, je veux dire, des conseils dès qu'il y a un besoin précis. oui. Donc ça permet de mettre le deuxième pied à l'étrier. D'accord. Alors justement, tu parles de communauté. On t'a connu, le MoveJ t'a connu parce que tu as postulé au prix MoveJ Oui, Innovons Ensemble 2015. Tu as été finaliste, donc oui. on t'a écouté pitcher également. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres dans ta démarche, ces concours et ces réseaux d'entrepreneurs? Et comment est-ce que tu vas au-delà de l'incubateur? Comment ça se passe pour vous? Comment vous gérez cette dimension écosystème entrepreneurial? À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on maintenant que j'ai ça fait un an maintenant que je suis sur le projet et j'ai l'impression d'avoir réussi à rassembler autour d'Aini l'ensemble des choses nécessaires à son développement pour au moins les 6 prochains mois. Donc c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur le projet actuellement, un peu moins sur les concours, les pitchs, et cetera, ce que je faisais au début, parce que je Mhm. pense que c'est bien de faire ça pour soi-même, déjà comprendre son projet, comprendre où est-ce qu'on veut aller et se crédibiliser. Et à partir du moment quand tout est autour de nous, bon, bah, il faut y aller, quoi. Il faut Ouais, plus perdre, entre guillemets, perdre du temps à présenter le projet à droite à gauche, quoi. Créer et ensuite créer les conditions pour ouais. créer et ensuite aller faire connaître au monde entier ce que vous avez fait. Alors, dans cette dimension, ensuite, aller faire connaître au monde entier, il y a une dimension financière. Donc, on va regarder un peu cette dimension financière globale. Vous avez créé l'entreprise avec un capital de départ de 10 000 euros. Oui. C'est souvent une question qui revient. Comment on fait quand on est étudiant pour créer ce capital, pour avoir ce capital-là de départ? Parce que 10 000 euros, c'est quand même une somme. Oui. D'où, d'où il sort? J'ai réussi D'où à. ça sort? Souvent, quand on a la chance de ne pas venir d'un milieu particulièrement défavorisé, les premiers business angels, ben, ce sont les proches. Donc, du love money. Voilà, exactement. Donc ça vient de mes proches, ma famille, et des amis qui croient en moi et qui croient en mon Donc, projet. ils croient en toi. Donc, la première chose, c'est que toi, tu crois en toi et tu as su leur présenter le projet pour qu'ils aient Ça. envie de te suivre. Donc, ça, c'est important parce que justement, à 22, 23, 24 ans, on n'a pas cette Mhm, somme-là de côté et on en a beaucoup qui n'osent pas mhm. aller demander parce qu'ils se disent, ben, ça me met ensuite dans une situation complexe. Alors, comment on gère la relation derrière avec ceux qui ont mis les premiers milliers d'euros dans son entreprise? Comment tu le vis? Comment tu continues à les impliquer? Comment tu réussis à garder leur confiance? À quelle échéance ils attendent d'avoir un retour sur investissement? Tu vois, ça se passe comment concrètement, cette relation avec Et ces gens? quand c'est des proches très proches, ce qui est regardé, c'est même pas tellement le retour sur investissement. C'est-à-dire que les gens, votre famille va faire ça par amour, et parce qu'ils pensent que c'est une manière pour vous de vous épanouir. Et Donc l'amour a sa place dans l'entrepreneuriat. oui, oui, je pense, oui, complètement. Et ça s'appelle bien de la love money. Mhm. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. voilà, et donc à partir de ça, moi j'ai quand même fait mes preuves de par mes études, que j'étais une personne crédible, donc Ouais, c'est pas comme si j'avais rien fait pendant les 5-6 dernières années. Donc, effectivement, les gens me font confiance. d'accord. Donc Love Money pour commencer. Ensuite, bien, il faut vivre, hein. Mhm. Donc, comment on vit au quotidien quand on a créé sa boîte, qu'on n'a pas encore les moyens avec sa Mhm. boîte de se payer? Comment ça se passe? Est-ce que à côté il y a un petit job? Est-ce Effectivement, que tu as du soutien familial? il y a à la fois, encore une fois, du soutien familial, et donc j'ai la chance
voilà, d'avoir fait le NS et d'avoir une formation en économie-gestion. Donc, je suis agrégé d'économie, donc je donne des cours de manière continue Ouais. voilà, pour vivre au jour le jour, en plus des aides familiales. D'accord. Et alors, en quantité de travail, ça veut dire que tu passes combien de temps dans ta boîte, combien de temps à donner justement ces cours? C'est assez classique, hein, finalement, des étudiants qui Oui. donnent des cours pour rentrer un petit peu d'argent aussi pour vivre. Hein. Quel temps tu arrives à investir pour ta boîte et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur ta vie de tous les jours avec tes amis, C'est etc. clair qu'on travaille beaucoup, il n'y a pas beaucoup de place pour pour la vie personnelle. Mais bon, c'est quelque chose qui est faisable de concilier tout ça. Je fais Ouais. même un master à côté pour terminer mon école, mais c'est clair que bon, ben voilà, les vacances, bon, on ne pense pas ça, quoi. Hein. Ouais. On est pris par le projet, on est pris par le quotidien. Les semaines coulent à une vitesse incroyable, donc les choses avancent et voilà. Et finalement, c'est même pas une question. Finalement, on se débrouille, quoi, on fonce. Ouais. Et alors, donc on a dit, hein, tu as fait l'école normale supérieure. Dans ton entourage, j'imagine qu'on s'attendait pas à te voir devenir entrepreneur. Quelle a été la réaction effectivement de ton entourage? Alors, pas trop mauvaise si on en juge par le Love Money que tu as pu réaliser, mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils t'ont cru? Est-ce qu'on t'a dit mais ça marchera jamais? Comment ça s'est passé ces premiers retours? Côté de ta famille peut-être, puis côté de tes amis qui comprennent peut-être pas forcément ton choix? Écoutez, l'école normale supérieure, moi j'ai toujours eu du mal à expliquer à mes parents ce que c'était. Vous savez, c'est pas tout le monde ne connaît ça, connaît cette école. Donc c'est quand même une école particulière hein, dans la France. Mais donc au-delà de ça, non, il n'y a pas eu de surprise parce qu'ils me connaissent. Hein. En fait, mais j'aime pas trop ces étiquettes qui sont mises aux gens. J'aime même pas me définir comme entrepreneur parce que finalement je fais même pas que ça. Je fais beaucoup de choses. C'est mettre une étiquette sur le normalien en lui disant bah, il doit faire de la recherche ou de l'enseignement. Moi, c'est pas quelque chose, je me suis jamais perçu comme ça en fait. Et mes proches me perçoivent pas comme ça parce que c'est pas comme ça que je me présente Mhm. de manière générale. Donc effectivement, ça crédibilise ces étiquettes, mais ça enferme aussi trop souvent. Moi, je n'aime pas être enfermé. Alors par rapport à tes amis, donc j'entends bien pour ta famille, par rapport à tes amis, parce que est-ce que tu as beaucoup d'autres amis qui sont entrepreneurs et ceux qui ne le sont pas, comment ils voient ce choix-là? Il y a des gens que j'ai rencontrés depuis un an, effectivement, qui sont entrepreneurs et qui sont Alors là, ils des sont tous amis. entrepreneurs, donc ils ne Oui. peuvent que comprendre. Alors ceux d'avant, Ceux d'avant, c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, la jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde a au moins un moment dans sa tête et dans sa vie, c'est projeter, créer une entreprise ou quelque chose. Donc tout le monde comprend en fait la démarche. Et il y en a qui passent à l'acte. Donc il y a beaucoup de conditions qui sont nécessaires à ça. Tout le monde n'a pas la chance. Même si aujourd'hui en France, je pense que quand même, c'est incroyable toutes les possibilités dont on a pour créer une entreprise. Mais c'est assez bien reçu, je dois le dire. Moi, mes amis me comprennent, ils me connaissent. Donc, ils me comprennent. d'accord, donc c'était quelque chose de très logique. Est-ce que tu as déjà envisagé que ça pouvait ne pas marcher, l'échec? Très vite, j'ai failli arrêter, comme j'ai dit. Le projet est tellement bien reçu, on me dit tellement c'est génial, on me dit tellement. Et puis quand je vois que les premiers utilisateurs, les retours, j'imagine pas échouer. J'imagine pas échouer. J'imagine pas échouer. Non. Eh ben, écoute, c'est bien. Qu'est-ce que tu apportes alors en dernière question pour conclure cette émission? Qu'est-ce que tu dirais que tu apportes au quotidien cette vie d'entrepreneur? Bah, déjà, c'est d'apprendre tous les jours, d'apprendre sur des compétences techniques et des compétences humaines. Parce que manager un projet, c'est d'abord une aventure humaine, on le dit souvent, mais bon, je suis obligé de le dire parce que c'est Ouais. ce qui me vient. Et c'est vraiment de la joie, quoi, de la joie au quotidien. Dans l'incubateur, il y a une atmosphère qui est assez unique de création et de bonheur, quoi. Donc c'est vraiment une super aventure. Bah, c'est le mot de la fin, de la joie au quotidien. Merci beaucoup Kevin Alec. Donc Kevin Alec, le fondateur de Ayni, AYNI. Et à très bientôt sur We Do Biz, donc We Do Biz, le média des entrepreneurs, dans l'émission de We Move J. C'était la 173e émission We Move J. À très bientôt.